Bien le bonsoir. Dans l'actualité, Dakar et environ se réveillent sous les eaux de pluie. Plusieurs désagréments déplorés, le clou, l'affliction de Bambilor avec le décès d'un préadolescent de 14 ans et d'un autre enfant. Sicap Mbao, l'incivisme ou ignorance, certains déversent leurs fosses sceptiques dans les rues, profitant du ruissellement des eaux de pluie. Le service d'hygiène craint un effet boomerang sur la santé publique et tire la sonnette d'alarme. Kédougou, le rêve brisé de candidates à l'émigration, des Nigérianes contraintes à la prostitution. Pire, les proxénètes encagoulés en passeurs les obligent à racheter leur liberté. Et puis, le dossier du jour, des clics et des sous. La monétisation de contenu fait fureur sur Internet. En fin de journal, c'est tout emploi informel avec ses avantages, ses limites et ses travers. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement. Deux jeunes garçons victimes de la pluie de la nuit du mercredi au jeudi. Le drame a eu lieu à Bambilor. Les eaux ont noyé le premier et emporté le second, un préadolescent de 14 ans, retrouvé plus tard mais sans vie. Un vacancier dont la maison d'accueil a subi l'assaut nocturne des eaux qui ont atteint une hauteur d'au moins 2 mètres. Sicap Mbao, le service d'hygiène tire la sonnette d'alarme. Certains habitants de la localité profitent du ruissellement des eaux de pluie justement pour déverser ou plutôt vider les fosses septiques, une démarche peu citoyenne pouvant même causer un problème de santé publique. Voici le commandant Babacar Diop au micro de Boudal Ndiaye et Oumar Bokoum. Les populations profitent de la pluie pour verser leurs eaux de fosse. Je crois que ça c'est un délit extrêmement grave qui est puni par l'article L17 du Code de l'hygiène. Et l'amende varie de 200 000 à 2 millions et d'1 mois à 2 ans de prison. C'est des actes qui peuvent nous créer beaucoup de problèmes sur le côté santé publique. Avec la recrudescence des maladies parasitaires et diarrhéiques, je pense qu'il est vraiment temps d'arrêter ces actes qui n'honorent pas nos populations. Vous avez une maison, vous avez une fosse pleine. L'idéal, c'est d'appeler les véhicules de vidange qui s'aideront à transporter ces eaux de fosse. Mais il y a même certains qui ont des appareils. Ils ont acheté des appareils et ils profitent de la pluie pour utiliser ces appareils et vider leur fosse sur la voie publique. Souvent, c'est un délit. Le service d'hygiène est en train de veiller et nous allons prendre toutes les mesures pour éradiquer cette situation qui vraiment commence à poser problème, surtout au niveau de la banlieue. Et comme vous avez pu le voir sur ces images, les enfants sont les plus exposés et certainement seraient les premières victimes. Et l'eau des pluies, pendant que certains en profitent pour commettre donc des actes inavouables, d'autres plutôt la subissent. Beaucoup de travailleurs n'ont pas pu pointer ce matin dans leur lieu de travail à cause des eaux qui ont régné durant toute la matinée dans les rues de la capitale. Une situation pour certains causée par des carences au niveau des infrastructures d'assainissement dans la capitale sénégalaise. C'est un sujet de Cheikh Ougaï et Cheikh Hassan Fall. Difficile de se déplacer dans la capitale ce jeudi. La pluie qui s'est abattue dans Dakar a failli cloîtrer beaucoup de travailleurs chez eux. Maintenant, trop. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Je devais venir de Pikine pour faire un reportage, mais juste pour sortir de Pikine, c'était tout un problème. C'était très difficile aujourd'hui de se lever pour aller vaquer à tes occupations à cause de cette forte pluie torrentielle, du fait qu'on s'est levé avec beaucoup d'eau. Pour ces professionnels, difficile de rester chez eux malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Je te dis que c'est difficile de passer même sur les parages. C'est difficile même de passer ou bien de marcher convenablement dans les rues. C'est difficile aussi de marcher convenablement aussi dans les espaces. Là où je dois faire 10 minutes, j'étais obligé de faire par exemple 30 à 45 minutes pour non seulement traverser l'eau, mais également rallier la radio. C'était infernal quand même. J'ai essayé de rouler tout doucement pour ne pas être trop mouillé, mais même avec ça, j'étais complètement trempé. Et arrivé à Koloban, c'était encore pire. Et c'est même là que ma moto s'est éteinte.
Mais c'est la conviction, c'est juste la conviction pour aller travailler qui m'a poussé à me rendre au travail. L'assainissement de certaines zones de la capitale est vivement recommandé. Si on revoit le système de canalisation, peut-être dans certaines localités ça va être possible, mais dans des zones où on a déjà fait l'aménagement du territoire, tout cela, ça va être un véritable problème. Notre seule demande au gouvernement, c'est de s'occuper de l'assainissement avant de faire des routes, qu'il y ait une voie pour que l'eau puisse être écoulée en moins de 20-30 minutes. La pluie tombée ce jeudi aura causé beaucoup de désagréments aux citoyens. Bien que des vaches de bourgeois nous appellent des filles de joie, ce n'est pas tous les jours qu'on rigole. Célèbre refrain extrait de la complainte des filles de joie. La profondeur de ces paroles de la compositrice française Juliette est bien, mais bien en deçà de l'expérience des filles de Kédougou, des filles que nos reporters ont rencontrées sur place, des Nigérianes réduites à la prostitution, qui plus est, qui doivent payer le prix fort pour recouvrer la liberté, un rêve d'émigration brisé est justement à l'origine de leur mésaventure. Barresso et Ian Dembetine. À Kédougou, l'exploitation de l'or rime malheureusement avec la prostitution et la dépravation des mœurs. Des ressortissants de différents pays convergent dans la région, souvent contre leur gré. Prisonniers, des réseaux de trafic. Ces personnes, souvent victimes, ne savent pas ce qui les attend sur place. C'est le cas de ces deux Nigérianes. Le travail, moi, c'est prostitué. Mon travail, c'est prostitué. Il dit, il va venir ici travailler avec un Toubabou. C'est ça, il dit au Nigeria. Toujours, c'est pas la même chose. Il y a les jours, est-ce que c'est 15 000, 10 000 francs, tout c'est pas la même chose. Les jours, moi, je viens, je paie. Oui, maintenant, moi, n'est pas encore, je peux finir. Personne l'a amené moi à venir ici. Les personnes l'ont amené moi à venir ici. J'ai posé moi, il est parti. Il n'est pas là encore. Depuis les 3 ans, moi, il est là ici. Il fait le business. Son business, il fait appeler ça ici, très business. C'est ça qu'il fait ici. Il va venir ici, il va travailler avec les Toubabou là. C'est arrivé ici, c'est de trop travail. Parce que nous ne comprenons pas les langues. On ne connaît pas les personnes. C'est nouveau, c'est comment c'est le travail. C'est ça. Les trafiquants contraignent les victimes à débourser de fortes sommes, 1 million, voire plus, pour recouvrer leur liberté. Ce faisant, ces personnes voient le piège de la prostitution se refermer sur elles. Pour lutter contre les trafics, un collectif de défense des victimes a été mis sur pied. Quand il est amené ici, il dit pas les filles que ce qu'ils vont venir faire ici. Et puis quand il est arrivé ici, les filles, il forçait les filles à faire les pitchs pour qu'ils puissent payer certaines sommes de l'argent. Que c'est un peu difficile pour les filles à verser. Chaque fois, quand les filles ont eu les difficultés pour faire le travail, il vient m'expliquer le problème qu'il y a une fille qui est amenée ici, il faut qu'il paie 1 500 000 ou bien 1 200 000 ou bien 1 million. Dans le même sillage, l'ONG La Lumière, partenaire de l'OIM, a ouvert un centre d'accueil pour accompagner ces filles désemparées. C'est sous forme de contrat moral entre les prostituées et leurs convoyeurs. C'est un réseau en fait. Une fois dans le métier, vous subissez des menaces de toutes parts. Du coup, c'est difficile de les dénoncer. C'est ce qui explique qu'ils sont difficiles à identifier. Mais en collaboration avec la police et la gendarmerie, ça avance. Il y a 2 ans, ils ont écroué 2 personnes qui sont jusqu'à présent en prison. Pour nous identifier, mais en collaboration avec la police et la gendarmerie, nous avons fait des choses. Le phénomène gagne de plus en plus du terrain dans la région de Kédougou. Ces dernières années, on assiste à l'arrivée des mineurs issus de plusieurs pays de la région. Il est temps d'agir puisque le problème est en train d'échapper à tout contrôle.
Retour à Dakar pour parler de la démolition du marché Sandaga prévu le 30 août prochain. Le collectif And Taxawu Sandaga campe sur sa position. Les commerçants sont contre, mais avec des arguments. D'abord, leur non-implication dans la conception de la maquette et puis l'incrustation d'enseignes de grandes surfaces venues d'Europe. Dame Dieng et leur Dame Nian plutôt, et leur porte-parole, il est au micro ITV de Amago Robert Niang. Je pense que le 30, on ne peut pas démolir le bâtiment, on ne peut pas fermer le marché le 30 parce qu'il y a trop de manquements qu'il faut combler. D'abord, nous ne sommes pas d'accord sur la maquette qu'on nous a présentée, premièrement. Mais deuxièmement, pour fermer le marché, il faut d'abord recaser les commerçants. Et pour recaser les commerçants, il faut trouver des sites de recasement. Ils ont dit qu'ils ont des sites de recasement, mais nous n'en sommes pas au courant. Nous l'avons lu seulement dans les journaux. Et apparemment, ils ont ciblé Djilimbey et Centre de course. Mais je pense que pour recaser des gens, surtout des commerçants de Massandaga, il faut d'abord aller inspecter les lieux avec eux, essayer de l'aménager, attribuer à chaque commerçant sa cantine avant de choisir une date pour la fermeture du marché. Cette désapprobation n'est pas unanime. Certains commerçants, en effet, ont hâte de voir le bâtiment sortir de terre, notamment ceux qui ont été installés au champ des courses, ce après l'incendie de 2013, le nouveau marché Sandaga qui devrait être livré en 2021. Moustapha Gabar Diop et Cheikhou Gaye. À la suite de cet incendie qui a emporté une partie du marché Sandaga, de nombreux commerçants ont été recasés ici, au champ de courses. L'installation devait être temporaire, juste 6 mois, mais ils y sont maintenant depuis 6 ans. Malheureusement, le commerce marche moins bien ici car les clients viennent au compte-gouttes. Ce marché n'est pas bon. Les gens ne le connaissent pas. Tout le monde connaît le champ de course, mais très peu de personnes savent qu'il y a un marché ici. Des fois, les passants sont surpris de voir qu'il y a un marché ici. En plus, aucun bus ou car rapide ne passe par là. Arrivé de Guinée en 1978, Thierno Madou Diallo a tenu un étal au marché Sandaga à partir de 1981. Toute sa vie a gravité autour de Sandaga et depuis qu'il est au champ de course, il se sent un peu orphelin. On peut dire que le marché Sandaga est la mère de tous les marchands. Et c'est comme si nous sommes séparés de notre mère. C'est grâce à lui que j'ai pu me marier, que j'ai élevé mes enfants. C'est également grâce au marché que mes enfants pouvaient aller à l'école, mais ce n'est plus possible. Nostalgique, il déplore la belle époque où le marché le faisait vivre. Je gagnais des millions, mais maintenant, je ne peux même plus payer un sac d'oignons. Les gens de la Guinée m'appelaient tout le temps pour régler des problèmes, mais ce n'est plus le cas. Quand tu n'as plus rien, plus personne ne te considère. Construit en 1933, Sandaga doit être démoli à la fin du mois et remplacé par un nouveau marché, de quoi redonner de l'espoir aux commerçants. Nous avons hâte de voir le nouveau Sandaga. Lorsque j'ai entendu la nouvelle, je n'ai pas pu dormir de la nuit à cause de ma joie. On attend de voir la promesse du président se réaliser. Nous attendons avec impatience le 30 août. Le nouveau marché Sandaga doit rouvrir ses portes en 2021 au terme de 2 ans de travaux. Il disposera de 949 étals pour vendeurs de légumes, fruits, poissons, viandes et autres denrées. Dalifort, la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol d'Escos a procédé aujourd'hui à la démolition d'un ghetto. Il s'agissait d'une surface de 3 parcelles combinées, lesquelles étaient occupées par des personnes qui vivent dans la précarité. Des baraques et des habitations de fortune ont été érigées donc à cet endroit. La démolition s'est toutefois déroulée dans la concertation et le calme. Il n'y a pas eu de résistance, encore moins de heurts. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pikine qui change de visage peu à peu. La série d'opérations de désencombrement commence à faire effet et les autorités administratives entendent bien en faire le suivi. Les marchands ne pourront plus occuper des espaces publics de façon anarchique. Ce sont plutôt des assurances du préfet de Pikine. Écoutez-le, Moustapha Ndiaye. Ça, c'est le lancement d'une
vaste opération de désencombrement des principales artères, des grands axes du département. Et cela fait suite quand même aux instructions de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a signifié à tout le monde qu'il a inscrit la salubrité et l'hygiène publique des priorités de son mandat. Et cela vaut une forte instruction de l'autorité supérieure et en tant que ses représentants dans les différentes localités, nous nous devons de mettre en œuvre cette instruction, cette vision, d'exécuter ces instructions à la lettre, qui cadre effectivement avec un besoin de bien-être des populations. Vous savez, l'assainissement, l'hygiène publique améliore le cadre de vie, améliore l'environnement, donc impacte sur vraiment la qualité de la vie. Et par rapport à cela aussi, nous faisons le devoir de lancer cette opération-là de manière symbolique au niveau de Buntu Pikine, mais cela va se traduire par le prolongement de ces activités-là dans tous les grands axes du département. Dans l'univers d'un sexagénaire productif et actif, Madiop Amadou Boy, qui nourrit les lèvres tôt à la Médina, il est vendeur de petits déjeuners. Pape Boy, comme l'appellent ses proches, serre la ceinture et travaille dur. Ce pour entretenir sa famille. Une maladie chronique qu'il gère avec philosophie ne l'empêche pas de se lever tous les jours, très tôt, pour justement servir le petit déjeuner. Mafalfal et Youssouf Konté ont pu tester sa gargote. Regardez. Mais moi, je ne peux plus. Moi, je marche avec une canne. Vous voyez quand je marche comme ça, là. Je marche avec une canne, les yeux ne voient plus tellement bien. Et pourtant, il est bien le maître de cette place. Tous les jours, il se lève tôt le matin, direction vers la gargote devant la porte de sa maison. Il répond au nom de Madiop Amadou Boy, plus connu sous le nom de Pape Boy. Ce père de famille âgé aujourd'hui de 60 ans vend tous les matins de petits déjeuners à de nombreuses personnes qui travaillent au marché Tilène. Pape Boy narre comment il a atterri dans cette activité. Avant, madame faisait de la restauration. Elle vendait même des beignets et des pastels au building communal. Par la suite, on l'a appelé au building à la BHS quand ils ont commencé la journée continue pour faire de la restauration là-bas. J'allais là-bas l'aider. Bon, par la suite, la banque a fait un restaurant. Ils ont donné ça à un traiteur. Bon, moi, j'ai trouvé que j'étais à la communauté urbaine. Quand c'est fermé, bon, j'ai commencé à venir à l'aider. C'est en 2007 qu'on a commencé à faire le petit déjeuner ici. Cette activité, il l'a fait avec beaucoup d'amour, mais aussi avec beaucoup de courage, car Pape Boy fait face à certaines difficultés. C'est dur parce que je n'ai pas de fonds, premièrement. Quand on n'a pas de fonds, donc c'est difficile de rouler. J'ai seulement une petite bénéfice que je gagne aux gens que je donne du pain pour me faire payer à la fin de la semaine. La maison de la famille qui est à côté là, c'est là que c'est moi qui leur donne du pain le matin. Ils me payent le dimanche. Le lendemain, je roule avec. J'achète encore des marchandises, le café, le lait et tout ça. Je fais avec. Ce natif de Dakar Plateau vit depuis 1988 avec sa famille et sa propre mère à la Médina. Il travaillait à la communauté urbaine, mais par la suite, il a fait un départ volontaire. Un départ qui semble être un des plus beaux moments de sa vie. J'ai été marqué surtout par notre départ quand on nous a payé l'argent. Notre départ à la communauté urbaine. En ce temps-là, il n'y avait rien. Et quand l'argent est venu, on nous avait payé 60 mois de salaire. Et bon, ça faisait 5 millions, plus cher quoi. Je n'ai plus la somme exacte en tête, mais c'était 5 millions et quelques. J'étais content parce que ça m'a trouvé que j'étais fatigué et j'avais beaucoup de problèmes. Madiop Amadou Boy est un père de famille qui est très attaché à sa progéniture. Un événement malheureux a aussi marqué sa vie. Le décès de mon fils. Ça m'a marqué parce que c'était un garçon gentil, débrouillard. Il était très débrouillard. Et il est parti un soir, on ne l'a pas revu. On l'a cherché 3-4 jours avant qu'on trouve son corps à l'hôpital d'Antec pour Noël. Donc, je le peur souvent. Parce que si je parle encore de lui, il est larmes aux yeux. Tout de même, ces autres enfants qui sont encore là continuent à bénéficier de
de son amour. C'est un papa exceptionnel, travailleur et qui aime beaucoup ses enfants. Nous lui souhaitons vraiment une longue vie avec une santé de fer. Franchement, il adule ses enfants. Et c'est à cause de la famille, justement, qu'il continue encore à se battre. Il y a des gens moins âgés que lui, mais qui ne font pas un travail comme lui. Pape Boy vit avec une maladie chronique depuis 2002, mais la maladie est loin de constituer un véritable obstacle pour entretenir la famille. Son plus grand souhait est de voir ses enfants réussir afin qu'ils puissent aller se reposer. Décès de Jacques Diouf, la dépouille est attendue ce soir à l'aéroport international Blaise Diagne. La levée du corps prévue demain, vendredi 23 août à 9h à la morgue de l'hôpital principal, suivi de la prière mortuaire. Après la grande prière du vendredi, l'inhumation aura lieu au cimetière Thiakandiaï de Saint-Louis. L'ancien directeur de la FAO est décédé, je le rappelle, samedi à Paris. Il avait 81 ans. Attendu ce soir également la dépouille de Thierno Abdelaziz Ba. L'inhumation est prévue ce vendredi 23 août dans la cité religieuse de Médina Gounass. Le porte-parole de la famille est par ailleurs président de la fondation Dental Daka et rappelé à Dieu à la Mecque lundi. Le vol spécial se posera à Tambacounda à 0h. L'État du Sénégal apporte son soutien à Massalikul Djinan, notamment à la cérémonie d'inauguration. Le gouverneur de Dakar a visité les lieux aujourd'hui. Al-Hassana Sall s'est engagé à appuyer l'équipe chargée de l'événement. Écoutez-le avec Cheikh Hassan Fall. Nous sommes donc venus, nous avons vu, nous avons entendu. Ce que je puis dire, c'est que d'ores et déjà, toutes les dispositions à notre portée seront prises pour apporter le concours requis. Des dispositions d'ordre sécuritaire, certainement, des dispositions d'ordre sanitaire pour la couverture médicale, des dispositions par rapport aux aménagements en relation avec l'AGEROUTE, en relation avec l'UCG, en relation avec certainement l'ONAS, mais également des dispositions pour poursuivre l'embellissement de l'environnement de Massalikul Djinan. L'actualité internationale, un récit d'Ibrahim Kamara. Pour la troisième fois depuis son entrée en fonction en janvier 2017, le président Adama Barrow a effectué en ce jour un remaniement ministériel sous le signe d'un réaménagement tactique. Le chef de l'État se sépare ainsi d'un de ses plus proches en fonction depuis 2 ans, à savoir celui qui détenait jusque-là le portefeuille de l'Intérieur, Ibrahim Mballo, par ailleurs beau-frère du chef de l'État. Le ministère de la Défense, longtemps géré par la présidence, est aujourd'hui cédé à un ancien haut gradé de la gendarmerie gambienne reconverti dans la diplomatie. L'un des postes les plus instables du pays, celui du secrétariat de la présidence, est à la tête de la fonction publique, change encore de titulaire. Les autres ministères ne changent pas. Emmanuel Macron et Boris Johnson souhaitent que se poursuive d'ici la fin septembre l'échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour essayer de parvenir à un accord sur le Brexit. Après un entretien entre le président français et le Premier ministre britannique, lors de cet entretien qualifié de constructif par l'Élysée, Emmanuel Macron a dit son attachement au respect des principes fondamentaux européens que sont la stabilité en Irlande et l'intégrité du marché unique. Les autorités indiennes ont arrêté plus de 4000 personnes, politiciens de tous bords ou militants des droits de l'homme au Cachemire depuis la révocation de l'autonomie de la région. Sheila Rachid est horrifiée et inquiète. Elle vit à New Delhi et compile les histoires de violence, de torture et d'arrestations arbitraires qui se déroulent au Cachemire. Des récits rapportés par ceux qui en reviennent vu que toutes les communications avec la région sont coupées. Le président de son parti, du mouvement pour le peuple du Cachemire, a également été arrêté sans raison officielle et personne ne sait où il est.
Ce jeudi 22 août, indique l'agence officielle SANA, le régime syrien a annoncé l'ouverture d'un corridor afin de permettre aux civils qui le souhaitent de quitter la région d'Idleb en proie à des combats entre forces pro-régime d'un côté et djihadistes et rebelles de l'autre. Un sommet sur la Syrie réunissant les présidents russes, iraniens et turcs se tiendra le 16 septembre à Ankara. Le dossier de ce soir consacré à la monétisation sur Internet, monétisation de contenu notamment, quand un clic génère des francs CFA, des euros ou même des dollars selon la région, et en quoi consiste justement cette monétisation, qui peut échanger son contenu contre de l'argent sur Internet. Le dossier de Makhtar Nguer et de Mafalfal révèle, ou plutôt ouvre les yeux sur des abus parfois qui foulent aux pieds des règles de base morales et même parfois professionnelles quand on parle de journalisme. Regardez. Qui maîtrise Internet maîtrise le monde, disait Christophe Bonnefond. Aujourd'hui, beaucoup d'internautes l'ont compris. Avec la monétisation de leur contenu, ils peuvent gagner de l'argent en quelques clics. Sites d'information, réseaux sociaux, plateformes vidéo, tout se monétise aujourd'hui. Mais à propos, qu'est-ce que la monétisation? C'est juste le fait de vouloir gagner de l'argent sur un produit sur Internet. Le produit peut être un contenu, c'est-à-dire une image, une photo, une vidéo ou autre chose. Donc tout ça regroupé, ça donne ce qu'on appelle la monétisation, le fait de gagner de l'argent sur Internet. Internet est un réseau libre, pas de profil pour monétiser son contenu. Tout le monde peut monétiser son contenu. L'article est monétisable, la vidéo est monétisable, l'image est monétisable. Donc tout ça regroupé, ça donne un multipot de contenu qu'on peut facilement monétiser sur Internet. Maintenant, tout dépend du chemin qu'on doit prendre, quelle plateforme choisir pour essayer de monétiser. Parce que l'objectif de la monétisation, c'est aussi de montrer son œuvre sur Internet et de pouvoir s'enrichir de son contenu qu'on a créé. Datignan est youtubeur depuis des années. Il propose des vidéos comiques à ses abonnés. Avec la monétisation, il ne se plaint pas. Tu peux gagner jusqu'à 3 millions, 5 millions, 1 million, ça dépend. Ça dépend de la vidéo et des vidéos que tu cumules, tout ça, quoi. Ça dépend de ça. Avec YouTube, ouais, tu gagnes de l'argent, mais pas vraiment, quoi, tu vois. Pas vraiment comme les youtubeurs qui sont aux États-Unis, en France, là. Là-bas, ils gagnent, mais en Afrique, il y en a qui gagnent, mais pas beaucoup, quoi. Il y a des gens qui gagnent peu, d'autres qui gagnent beaucoup, et d'autres qui sont même devenus des milliardaires. Parce que je dis souvent que, puisqu'on parle de YouTube, les futurs milliardaires du Sénégal ne sont pas les banquiers, ne sont pas les journalistes, mais ce sont ceux qui vont créer du contenu sur le web, c'est-à-dire les youtubeurs. Même si, pour récupérer son butin, c'est un chemin de croix. Il y a le problème de récupérer son argent, et aussi il y a des problèmes par rapport aux vidéos, genre les droits. Aujourd'hui, si tu prends exemple au son de Chris Brown, tu mets ça dans une de tes vidéos, tu perds la monétisation, quoi, tu vois, directement. Cette ruée vers la monétisation a ses travers. Certains sites d'information vont jusqu'à verser dans le racolage. C'est ça qu'on appelle le clickbait. Le clickbait, c'est quoi? Vous savez, au Sénégal, on a à peu près 300 et quelques sites web où chacun vient créer son site facilement parce qu'il n'y a pas de normes. Donc l'idée pour eux, c'est de pouvoir avoir le maximum de visiteurs et de monétiser le contenu. C'est-à-dire on pousse l'Internet à cliquer sur un contenu racoleur, si on peut dire ainsi. Maintenant, l'Internet clique dessus et vient sur la plateforme. En venant sur la plateforme, il y a ce qu'on appelle des AdSense. Il y en a d'autres plateformes qui permettent aux webmasters de pouvoir générer de l'argent facilement. Que vous le cherchiez ou non, Internet peut vous rapporter de l'argent. Cependant, il faut avoir l'esprit aussi vif que les doigts pour toucher le jackpot. Merci beaucoup Makhtar Nguer. Jukib Ribari à 23h, ce sera avec Sode Diakhoumpa et tout de suite après ce journal hier avec Sophia Ba, hier suivi de votre capsule quotidienne Il nous inspire avec le professeur Songde Diouf qui nous parle ce soir du Christ. Alléluia. Bonne soirée, au revoir. À demain, Inch'Allah.